On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver avec Lucie pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait et parce qu'on a été toutes les deux bien occupées. Et c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui on reprend le micro, qu'on revient ici pour vous parler d'un de nos personnages préférés, en tout cas un de mes personnages préférés. Je sais pas toi, Lucie. Oui, c'est aussi un de mes personnages préférés. Et forcément, Luna, déjà, c'est une serre d'aigle, donc de base, c'est quelqu'un d'important. Euh, non, mais au-delà de ça, c'est un personnage qui, on va le dire dans tout l'épisode, mais représente énormément de choses différentes qui sont très importantes. Elle incarne des valeurs, etc. Hmm. Ouais, bah, on va en parler plus en détail. Peut-être on va commencer cet épisode tout simplement par parler d'elle, par parler de qui elle est, de son environnement, d'où elle vient, etc. Faire un petit voilà, check-up de ce personnage euh, qui apparaît du coup dans le cinquième livre et dans le cinquième film. Et bah, en fait, rapidement, elle prend une place quand même assez importante puisqu'elle elle arrive quand même assez, ce qu'on appelle souvent le Silver Trio. Moi, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expression, Lucie. Oui. Ouais, mais en gros, donc il y a le Golden Trio qui est Harry, Ron, Hermione, et derrière il y a le Silver Trio qui est bah, les trois, les trois de plus, Neville, Luna et Ginny. Et donc bah, Luna, elle prend rapidement quand même une place assez importante finalement dans les films et dans les livres, dans l'intrigue tout simplement. Donc euh, bah, peut-être tout simplement, oui, effectivement, comme tu disais, elle est dans la maison Serre d'Aigle. Qu'est-ce que tu sais de son enfance, Lucie? Bah, on sait que elle vit avec ses deux parents dans le petit village de... Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle le village? C'est juste à côté de Ottery St. Chapel en anglais. Du coup, ça doit être Lutry Successful, quelque chose comme ça en français? Je sais pas. Oui, c'est ça. Par contre, elle est pas avec ses deux parents. Si, mais elle Ah, a grandi jusqu'à ses 9 ans avec ah, ses deux pardon, parents. pardon, pardon. Attends, 2 secondes, laisse-moi parler, oh! Ah, ok, vas-y, vas-y. Tu as le mic. C'est ça, elle a grandi près du village Loutry Saint-Chaspool, donc proche du terrier de là où habitent les Weasley. Euh, et jusqu'à ses 9 ans avec ses deux parents, et à ses 9 ans, sa mère est morte, comme elle le dit dans l'Ordre du Phénix. Donc c'était une grande sorcière qui lui fait faire plein d'expérimentations, et une fois, ça a mal tourné. Et donc depuis, elle vit juste avec son père dans sa maison. Et la maison notamment comporte de nombreux dessins et de peintures colorées qui ont été créés et dessinés par Luna. Hmm. Ouais, par rapport à sa mère, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que sa mère c'était un archétype d'une chercheuse en fait, mais version sorcière. Euh, Ouais, Marie Curie, je l'imagine. ouais, c'est ça, une scientifique en fait, mais version sorcière, donc à faire des expériences de sortilèges, de potions, etc. Effectivement, une expérience qui a mal tourné. Et ben, du coup, elle est décédée suite à ça. Est-ce que tu te souviens ce qu'il fait son père comme métier? Il est rédacteur en chef et éditeur du Chicaner. Donc c'est un magazine indépendant qu'il crée et qui d'ailleurs est assez controversé. Pourquoi controversé? Parce que, on y reviendra tout à l'heure, mais Luna et son père incarnent des, des personnages qui ont un esprit un petit peu différent. Ils peuvent être considérés, notamment à la période du retour de Voldemort, comme complotistes. Ils vont croire Harry au moment où personne n'y croit, dans l'Ordre du Phénix. Mm, Et, et ils vont avancer des propos sur certains types de magie auxquels les autres sorcières ne croient pas forcément, qui n'existent pas, qui sont que des mythes ou ce genre de choses, notamment avec les Nargoles. Et le ronflac cornu. Et le ronflac cornu, effectivement. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve intéressant en fait dans son enfance justement et dans la famille dans laquelle elle a grandi, c'est que c'est vraiment une famille atypique par rapport à leurs idées, par rapport à leur manière
côtoyer la magie finalement, puisque donc ouais, son père, c'est le directeur du Chicaneur qui est controversé, comme tu l'as dit, et qui a des idées un peu farfelues, ou en tout cas qui sortent de la norme, on va dire. Et puis à côté de ça, donc sa mère qui était une chercheuse, une expérimentatrice magicienne, et, euh, et finalement en fait qui créait en fait des nouvelles choses qui sortaient de ce qui existait déjà pour aller vers d'autres possibles. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est aussi par ce contexte familial dans lequel elle a grandi que, que ça constitue sa personnalité en fait, sa personnalité qui est quand même assez atypique, sa personnalité qui est quand même assez ouverte sur plein de choses. On va y reparler, mais je trouve que c'est important de remettre vraiment ce contexte familial qui a quand même créé pas mal de choses en termes de construction de sa personnalité, tout simplement. Et est-ce que tu saurais me dire le prénom de ses parents? Xenophilius pour son père, Xenophilius Lovegood, et sa mère, je ne sais plus. Tu l'as? C'est Pandora Lovegood. Ah, ah, intéressant. Pandora. Très bien, la boîte de Ouais. Pandore. Et justement, donc, déjà, il paraît que Luna ressemble énormément à sa mère. Mm. Donc, toute fine, très pâle, blonde, avec des cheveux longs. C'est ça. Et moi, je Un peu comme voudrais... toi, quoi. On peut dire ça si tu veux. Je voudrais revenir sur l'étymologie, pardon, de Xenophilus. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Xéno, ça doit être quelque chose en lien avec étranger, les étrangers. Et Philius, en grec, c'est aimer. Donc, peut-être aimer ce qui est différent, ce qui est étrange. Bravo. Ah, les Ça terres vient, d'aigle. ça vient de deux mots grecs. Xénos qui signifie l'étranger et philos qui signifie l'amour. Et donc du coup on peut le traduire par l'amour de l'étranger, effectivement. Alors on va parler de Luna, mais donc déjà ce qu'on peut dire c'est que elle a un an de moins que le Golden Trio. Donc comme Ginny, elles ont un an de moins que Harry, Ron et Hermione. Euh, Elle a un surnom qu'on lui attribue. Est-ce que tu pourrais me dire lequel c'est? Alors, en français, c'est Loufoka Lovegood. Et en Ouais. anglais, c'est Loony Lovegood. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que ça veut dire, Loony en anglais? Un peu la C'est définition. pas un peu fou, C'est un peu ma boule. ma boule? Ouais, Hmm. c'est ça. Et donc du coup, la première fois que qu'il la voit, Harry trouve que elle dégage une sorte d'aura de folie douce. Euh, Est-ce que tu te rappelles ce qu'elle porte comme collier à leur première rencontre? C'est un collier avec un bouchon de bière au beurre qui est censé éloigner les nargoles, c'est ça? Avec plusieurs bouchons de Plusieurs. bouteilles de bière, ouais. Et en plus de ça, elle tient son chicaneur à l'envers. Ouais. Et Donc il y a quand même, elle a... il y a quand même quelque chose, c'est qu'on connaît pas trop Luna pendant ses 3 premières années de Poudlard, on la découvre en fait finalement dans le 5e tome, donc c'est-à-dire dans sa 4e année à elle. Mais de ce qu'on peut percevoir, c'est que c'est quand même quelqu'un qui était assez introverti et qui était quand même vraiment proche de son père depuis le décès de sa mère et que finalement elle n'avait pas trop d'amis à part Ginny, de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend. Est-ce que tu te souviens qu'il y a une mention des Lovegood avant le 5e tome dans les livres? Je me demande si c'est pas par Molly, en disant qu'ils habitent pas loin ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est presque ça. C'est dans le tome Dans le 4. deuxième? Non, dans le tome Ah non. 4. Quand ils vont à la Coupe du Monde de Quidditch et qu'ils retrouvent les Diggory. Euh, Il y a un des deux, je sais plus si c'est Diggory ou Arthur Weasley, qui dit que finalement les Lovegood, ils n'ont pas réussi à avoir de les Luna. Les Lovegood, ils n'ont pas réussi à avoir de place pour la Coupe du Monde de Quidditch, donc il n'y a personne d'autre qui part de là pour le tournoi le tournoi des trois sorciers. J'ai du mal pour la Coupe du Monde de Quidditch. Ok, oui, ça y est, je me rappelle. Mm. Euh, Si jamais tu devais choisir 5 mots pour décrire Luna, sa personnalité, Lucie, tu dirais quoi? Seulement 5? Ouais, je sais, le choix est rude. Ah, j'en avais écrit plus que ça, moi. Euh, je dirais authentique, rêveuse, créative
ouverture d'esprit et bienveillance. Hmm. Et toi? Bah, j'en avais certains en commun, du coup, je vais pas les prendre. Ah, Tu triches pas. je triche un peu, c'est pas grave. Excentrique, Je l'avais aussi. intelligente, indépendante, Je l'avais aussi. et je dirais, en fait, elle est à la fois vulnérable et forte, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant. J'avais marqué brave. En fait, c'est rigolo parce qu'elle a un peu les caractéristiques aussi, justement, de Gryffondor par sa bravoure, de Poufsouffle à travers sa loyauté envers ses amis. Mais pour moi, elle reste quand même quelqu'un qui incarne à la perfection la maison Serre d'Aigle. De par justement son originalité, son excentricité, sa créativité, euh, son ouverture d'esprit, en fait, comme tu l'as dit. Je trouve qu'il y a vraiment. C'est un archétype d'une Serre d'Aigle perchée, en fait. Exactement. Moi, je m'étais noté incarne Serre d'Aigle à 100%, avec la figure de la sagesse et effectivement, même si, comme tu dis, elle est assez équilibrée dans sa personnalité et en fait, elle a un petit peu de chaque maison, comme nous tous. Donc, pour ça, allez voir notre épisode sur les maisons. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que elle rentre parfaitement dans la catégorie Serre d'Aigle et je pense que là-dessus, il y a aucun doute, quoi. Mm, tout à fait. Est-ce que tu saurais me dire quel est son épouvantard? Non, pas du tout. Parce que il n'est pas indiqué. Ah, ça va. Il n'est pas indiqué et si bien que moi je me suis posé la question, forcément elle a un épouvantard, Mm. Euh, mais en réalité je pense qu'elle a pas peur de grand-chose en fait, Luna, parce qu'elle est très force calme et elle est toujours très dans, dans du rationalisme un peu, et en disant bah c'est pas grave si ça va pas parce qu'à côté il y a tout ça qui va bien et que en fait tout arrive pour une raison. C'est un petit peu un modèle qu'on aimerait tous avoir, je pense, Luna, parce que notamment donc elle est très, comme je disais, calme dans sa façon d'agir et de réagir, très sage et en fait on la voit très rarement s'énerver. La seule fois où on la voit vraiment s'énerver, est-ce que tu saurais me dire quand c'est? Alors moi, j'ai une image du film, mais qui est pas Ouais. exactement pareil dans les livres. C'est tout à la fin du 8e film, quand Harry se précipite vers la salle commune des Serre d'Aigle et que Luna lui dit non, mais il faut parler à quelqu'un qui est mort. Harry Potter, tu vas m'écouter maintenant! Exactement. Mais je suis pas sûre qu'elle s'énerve comme ça dans le livre, en fait. Ça me dit. Je me rappelle plus dans le livre. Mm. Mais en fait, même dans l'Ordre du Phénix, à la fin, quand on lui cache ses affaires ou qu'on lui vole, elle s'énerve pas du tout, elle est très calme par rapport à ça. Harry lui propose de l'aide pour retrouver ses affaires et elle dit non, mais tout finir un jour par revenir, il n'y a pas de problème. Et en fait, elle n'est pas du tout rancunière et toujours très ouverte à ce que la vie nous réserve en fait, peu importe que ce soit bien ou mal. Exactement. En fait, elle se laisse porter complètement. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que elle est introvertie, mais par contre, intérieurement, elle est hyper stable, en fait. Elle a son monde intérieur qui est hyper solide, qui est hyper stable. Et en fait, c'est comme si quoi qu'il se passe à l'intérieur, en fait, c'est solide. Elle se sent en Ouais, sécurité. Donc, en fait, ça fait d'elle quelqu'un qui est complètement inébranlable et qui fait d'elle quelqu'un qui est vachement forte parce que intérieurement, en fait, elle a cette force intérieure de je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est pour ça, quoi qu'il se passe autour, qu'elle se fasse bully, qu'elle se fasse embêter, qu'elle soit dans des situations dramatiques, peu importe, comme à l'intérieur, elle se sent elle a cette force de cette présence à elle, de cette stabilité intérieure. En fait, elle garde un état d'esprit qui est quand même vachement positif. Comme tu dis, hein, on peut dire, ouais, la pensée positive, Luna, elle l'incarne à 100%, quoi. Peu importe. Et d'un autre côté, pareil, tu vois, quand je disais qu'elle est forte et vulnérable en même temps, c'est-à-dire qu'elle va montrer, elle va dire quand ça va pas, en fait, elle va dire,
oui, bah là, je suis triste. Ah bah tiens, on m'a volé mes affaires, mais de manière très factuelle, en fait, euh, sans mettre. L'émotionnel, j'ai l'impression qu'il rentre pas forcément dedans. Oui, alors des fois, on peut se demander si elle n'est pas coupée justement de ses émotions un peu quand même. Alors, alors là, c'est mon côté thérapeute qui ressort, mais est-ce que ça serait le trauma de la mort de sa mère qui fait qu'elle s'est coupée de ses émotions? Je sais pas. D'un autre côté, elle garde cette légèreté, cette insouciance, en fait, quand même. Mm. Euh, Donc, c'est très ambivalent parce que à la fois, elle a cette légèreté, cette insouciance, cette manière de voir les choses où elle se sent en sécurité. Et effectivement, comme tu dis, bah, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait être son épouvantard parce qu'elle semble pas pouvoir vaciller facilement. Et d'un Mm. autre côté, des fois, moi, je me demande si ce côté hyper perché, c'est pas aussi une manière de se réfugier ailleurs parce que bah, dans le monde physique, ça a été compliqué pour elle, quoi. Ouais. Tu vois? Et là où je trouve que c'est très intéressant, où je vais faire un peu l'éloge de J.K. Rowling, c'est est-ce que Alice, tu saurais me dire quel est donc le patronus de Luna? Ah, c'est un lièvre. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça représente le Pas lièvre? du tout. Ok. Ben, c'est là où je trouve ça très intéressant, donc c'est qu'en fait, le lièvre, ça représente exactement qui est Luna. Quand j'ai regardé un petit peu sur internet l'animal totem, à quoi ça représente, enfin, ça signifie, etc. Le lièvre, il signifie la chance et le succès. Il se produit quand on a une vision positive de la vie. Il symbolise la renaissance, l'équilibre. C'est un animal qui, euh, qui se métamorphose assez aisément. Et surtout, il représente l'instinct. Il aide à surmonter les changements et à suivre notre intuition. Euh, il est marqué aussi qu'il enseigne qu'on ne doit pas entretenir ses peurs au risque de les voir se concrétiser, mais au contraire entrer en mouvement et les dépasser. Et en fait, ça représente entièrement Luna. C'est Carrément. totalement elle. Ah, c'est fou. Hyper intéressant. Merci pour cette recherche, madame. Avec plaisir. Et toujours dans un petit côté étymologie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire son prénom? Ouais, c'est en lien avec la lune. Effectivement. Ça vient du latin luna, qui signifie lune. Et à l'époque, la croyance populaire, c'était que la lune, elle déclenche un peu la folie chez les gens, selon le wiki Harry Potter. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que il y a ce truc de les gens la considèrent quand ils la connaissent pas comme loufoque à love, en fait. Mm. Ouais, carrément. Ok. Euh, j'ai une question pour toi. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elle dérange Luna? Elle dérange parce qu'elle représente la différence, en fait. Ouais, je pense que elle dérange parce que elle passe pour quelqu'un de perché parce que elle, elle n'est pas comme les autres et elle suit sa propre voie au lieu de suivre un peu aussi ce que le monde attend d'elle et ce que le monde attend de tout le monde. Mm. Ouais, moi, ce que je me suis noté à propos de ça, parce que je me suis vraiment posé cette question, parce que pour moi, tu vois, je la trouve tellement géniale. Et d'un autre côté, c'est vrai que quand tu lis les livres, elle a un côté qui est hyper dérangeant. Et en fait, je pense, et ça c'est mon interprétation, hein, mais d'ailleurs, si les auditeurs, vous avez des suggestions à propos de ça, n'hésitez pas à partager. Mais pour moi, je sens que en fait, c'est comme si elle représente quelque chose qui est tellement décalé par rapport à la majorité de la société, dans le sens de l'acceptation, dans le sens du non-jugement, dans le sens euh, de rester dans le factuel, de ne pas partir dans de l'émotionnel. En fait, elle a ce côté hyper. C'est comment dire? Elle est ambivalente dans le sens où elle est complètement perchée, mais d'un autre côté, elle a vachement les pieds sur terre, en fait. Et elle va être capable à chaque fois, c'est elle qui va ramener Harry dans l'action, qui va la ramener dans. Ok, bah vas-y, Sirius, il a été emmené unitaire, bah on y va en volant. En fait, on a les sombrales qui sont là, go. Et en fait, à chaque fois, elle trouve des solutions très pratiques, donc elle est très ancrée, très les pieds sur terre. Et en même temps, et d'ailleurs, on la voit qui se balade les pieds sur terre, pieds nus, hein, dans la forêt interdite, Ouais. sans chaussures, à plusieurs reprises. Et ça, c'est vraiment pour le coup un synonyme d'ancrage aussi, le fait de marcher pieds nus comme ça. Donc c'est drôle parce qu'elle est complètement dans la lune, de par son prénom, de par son état d'esprit, de par sa rêverie, et en même temps, elle est hyper ancrée, quoi.
Et je pense que c'est très décalé par rapport à ce que beaucoup de personnes, en fait, ressentent. Et des fois, il peut y avoir, tu sais, une sorte de ça m'inspire, mais d'un autre côté, en fait, il y a un rejet parce que ça vient faire des miroirs à l'intérieur de ce qui est pas accepté, en fait, ou ce qui est pas dépassé intérieurement. Et donc des fois, par exemple, typiquement, des fois, tu sais, il y a des personnes qui peuvent être jalouses, qui peuvent ressentir Ouais. de la jalousie. Et de la jalousie, en fait, elle peut être présente hem, quand la personne, elle nous inspire et qu'en fait, on a l'impression qu'on peut pas faire pareil. Et je me Mm. demande s'il y a pas ce truc-là un peu avec Luna, de dire: «Waouh, en fait, elle est vachement inspirante, mais j'en suis tellement loin». Que ce soit les personnages dans le livre et dans le film, tu vois, qui, la bully un petit peu et cetera, ou bien même, pour les lecteurs, tu vois, quand tu lis et quand tu te retrouves face à des remarques du genre, au mariage de Fleur et Bill où, le père de Luna, Xenophilus, commence à parler à Harry et tout et Luna lui dit: «Non, viens, papa, Harry, il a pas envie de parler avec nous maintenant, il est juste trop poli pour le dire». Ça peut être hyper dérangeant et d'un autre côté, c'est tellement factuel, c'est tellement: «OK, c'est Mm. juste là, il a pas envie donc viens, on reviendra plus tard pour parler avec lui, en fait. C'est OK». Ouais. Voilà, moi, c'est mon interprétation. Quand tu parlais de elle est tellement les pieds sur terre et proposer la suggestion d'y aller en volant, c'est pareil dans le dernier Harry Potter, Mmh. dans la dernière année quand on dit mais en fait cette personne de vivant n'a vu le diadème, bah dans ce cas il faut parler à quelqu'un de mort. Bah en fait ça ne vient pas à l'esprit. Ouais, c'est clair. C'est très rationnel et c'est très logique finalement. Ouais, mais ça, pour moi, c'est vraiment lié à son background familial, en fait, à ce qu'elle a vécu dans Mm. son enfance, tu vois, de sa mère, en fait, qui a expérimenté plein de choses et qui est revenue du: «Ah tiens, vas-y, comment est-ce qu'on fait les choses différemment?» En fait, en anglais, c'est ce qu'on dit, «think out of the box», think Ouais. out of the box, penser, en dehors du cadre, en fait. Et Luna, elle incarne tellement ce truc de: «Je pense en dehors du cadre». Et qui fait que, bah, oui, en fait, ça fait une des qualités premières des serdègles d'ouverture d'esprit, en fait. Et ce qui fait que oui, ben, elle va croire en des choses, complètement loufoques. Alors moi, je me suis toujours posé la question quand même, dans le monde des sorciers, un truc loufoque, je suis désolée, mais c'est de la magie, les gars. J'allais y venir. J'allais y venir. C'est le fait que, effectivement, elle représente la différence, mais elle passe pour quelqu'un de perché, alors qu'on est dans un monde magique où tout est possible. Et le truc des nargoles, où tout le monde la prend pour quelqu'un de trop bizarre, bah non, en fait, vous êtes dans un monde où tout est possible. Donc si tout est possible, pourquoi est-ce que ça serait pas possible aussi? C'est clair. Je crois qu'il y a une phrase de Luna qui résume vachement bien ça, je m'en souviens pas exactement, mais elle dit à un moment, un truc du genre, ben, «Tant qu'on n'a pas prouvé que c'est pas possible, alors c'est possible». Hmm. Alors que, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans une démarche rationnelle vont te dire: «C'est impossible tant qu'on n'a pas prouvé que c'est possible». Donc c'est vraiment, un renversement d'état d'esprit complet, en fait, qu'elle te propose, Luna. Mais qui est très intéressant. Ouais et d'ailleurs, c'est ça qui perturbe autant Hermione. Ouais, Parce qu'il y a quand même, Hermione qui est il y a quand même une beaucoup plus... opposition entre les 2 qui est assez forte, hein. hmm. Et ce que je trouve très chouette aussi chez elle, c'est que elle est donc toujours ce qu'on disait dans la positive attitude. Elle voit toujours le bien partout, alors que bah, dans sa vie, ça a vraiment pas été facile, notamment avec, comme on disait, son histoire familiale et sa mère qui est morte alors qu'elle avait que 9 ans, qu'elle a vécu qu'avec son père, etc. Enfin, Luna, je trouve ça représente vraiment 100%. Tu la vois, c'est un green flag. Mmh. Ça ne peut pas être quelqu'un de mal. C'est que quelqu'un de bien, malgré le fait que effectivement, elle a à première vue cette figure de l'original, du décalé, du bizarre, de l'étrange. En fait Et que... oui. vas-y. En fait, elle incarne la sagesse de Serdaigle, mais avec beaucoup de douceur. Et notamment, tu vois, tu parles de ce qu'elle a vécu et des épreuves qu'elle a vécues dans sa vie et évidemment, c'est drôle, hein, quand même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont orphelins, dans Harry Potter ou qui ont pas de parents ou qui ont perdu un parent ou comme ça. Elle en fait partie et et en fait, finalement, elle est tellement à l'aise avec ce qu'elle a vécu, de par cette stabilité intérieure, dont on a parlé, que plusieurs fois pendant la saga, en fait, c'est elle qui vient, apporter du réconfort quand il y a la mort. Parce que notamment donc à la fin de Harry Potter 5 quand, attention spoiler, quand Sirius meurt, bon ça va, c'est pas un spoiler pour personne. Dans le
alors dans le film aussi, mais dans le livre, c'est encore plus profond. Elle a vraiment un échange avec Harry sur la mort, sur l'acceptation de la mort, qui est très puissant. Et il y a de nouveau la même chose qui se passe au moment de la mort de Dobby dans Harry Potter 7, où elle est là et c'est elle qui dit, voilà, on va lui fermer les yeux, c'est comme s'il dormait maintenant. Mhm. Et vraiment dans quelque chose de très doux, dans l'accompagnement de la perte d'un proche. Et ça reste quand même un des thèmes centraux de Harry Potter, hein, la question de la mort. Mais c'est vrai qu'elle apporte cette douceur, en fait, et cette sagesse vers cette transition, je trouve. Ouais. Et puis, enfin, ça commence, on le voit effectivement avant même la mort de Sirius, quand on parle des sombrales, Mm, c'est vrai. et que elle a une approche très, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, très déconnectée, on dirait déconnectée de ses sentiments. Quand elle parle de la mort de sa mère, on dirait en fait elle est totalement dissociée et, euh, et ça lui fait rien d'en parler. Et limite, on se dit, mais en fait, elle a pas de sentiments, elle a pas de cœur. Mais en fait, non, je pense que c'est juste elle est très mature et elle a compris ce que ça voulait dire. Et de toute façon, bah, on peut pas revenir dessus. Elle l'a accepté et puis voilà quoi. Mm. Ça me donne l'espace pour parler de quelque chose dont j'avais envie de parler. Alors, en développement personnel, on parle des accords Toltec. Et en fait, pour moi, Luna Lovegood, elle incarne le respect de ces accords Toltec. Donc, j'ai juste expliqué un petit peu ce que c'est. Les Toltecs, c'est un peuple d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, je crois. Euh, voilà, enfin, du même ordre que les Mayas ou les Incas, etc., qui ont une sagesse ancestrale. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Don Miguel Ruiz euh, qui a fait connaître en fait ces 4 accords Toltec qui, finalement, quand on les applique au quotidien, ça nous permet d'avoir une communication qui est impeccable, d'avoir une manière de s'exprimer pour soi et puis pour la relation aux autres, qui fluidifie énormément de choses et qui enlève beaucoup de tracas finalement. Oui, Attends. Juste pour avoir vérifié, les Toltecs, effectivement, ils viennent du plateau central mexicain sur le site de Tula. ok, merci. Voilà. Est-ce que tu les connais, les 4 accords Toltec, ou est-ce que tu veux que je les partage? Oui, mais je suis plus sûre de moi. Je sais que qu'il y a ne pas interpréter. Ne faites jamais de suppositions, ouais. Voilà. Je préférerais que tu les redisses parce que j'ai peur de dire des bêtises. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et faites toujours de votre mieux. Et en fait, ces 4 accords Toltec, derrière, quand on va vraiment les analyser d'un point de vue, euh, j'avais envie de dire philosophique, mais c'est pas ça le bon mot en fait. C'est vraiment d'aller comprendre et les intégrer à l'intérieur de soi. Que votre parole soit impeccable, ça veut dire qu'à chaque instant, je vais faire attention à ce que je dis, à comment je le dis, pour pas blesser non plus la personne en face, pour être dans ce respect en fait de moi, de l'autre. Euh, Quoi qu'il en arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça veut dire que je prends pas les choses pour moi, en fait. Et ça permet de revenir à soi. Donc, par exemple, oui, si jamais je dis quelque chose et que je dis que je suis en colère ou que je vais t'embêter, Lucie, en fait, ça m'appartient. Et c'est pas forcément, c'est pas en lien avec toi. C'est peut-être parce que toi, tu me renvoies un miroir d'un truc de moi qui est pas agréable. Et typiquement, Luna, elle l'incarne à la perfection, ça, parce que elle est jamais dans le jugement de personnes qui viennent l'embêter, la taquiner, voire la harceler en cachant ses affaires, etc. En fait, elle n'en fait jamais une affaire personnelle. Mais c'est une caricature de ça, Luna. Pareil, que Mm. ta parole soit impeccable. Voilà, quand elle dit à Harry, non, vas-y, papa, on parle pas à Harry, il n'a pas envie de parler avec nous. En fait, elle énonce juste des faits. Ne fait pas de suppositions, pareil, à chaque fois, elle reste vraiment très factuelle dans son approche, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, ben oui, personne de vivant l'a vu. En fait, faut parler avec des morts. Elle fait pas de supposition que c'est pas possible de parler avec des morts. Encore plus dans le monde de la magie. Faites toujours de votre mieux à chaque instant. On sent qu'elle est vraiment dans cette démarche de je me dépasse et je fais en sorte de faire pour le mieux. Et pour moi, je trouve que Luna, c'est un personnage qui incarne vraiment ces accords Toltec. Et je trouve euh, son ouverture d'esprit aussi par rapport aux idées qui sont proposées. À chaque fois, elle est dans l'écoute de base. À chaque fois, de base, par défaut, c'est possible. Et ensuite, on voit.
Et ensuite, on va aller analyser, réfléchir ou voir comment ça se passe concrètement. Mais de base, c'est possible en fait. Et, et je trouve que par ce respect qu'elle a de ces 4 accords Toltec, qu'elle incarne vraiment, hem, elle apporte quelque chose qui est vraiment, différent sur la manière de se positionner par rapport au regard des autres. Et je sais que c'est un gros sujet pour beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une super, un super parallèle. Merci Alice pour ça. C'est ouais, c'est super bien illustré et je pense que c'est aussi pour ça que qu'elle est assez d'aigle parce qu'elle a, enfin ça revient à ce qu'on a dit depuis le début de l'épisode, mais elle a cette sagesse et, et cette maturité et c'est juste incroyable quoi. Mmh. Mmh Je pense que beaucoup rêveraient d'être comme elle, carrément. sur ces points-là en tout cas. Pour revenir au regard des autres, elle s'en fiche totalement, elle ne s'en soucie absolument pas. Elle sait qu'elle n'est pas populaire et en fait ça lui est totalement égal Elle s'en fout. parce que enfin voilà, elle est suffisante à elle-même, elle se suffit à elle-même et ce que je trouve très très chouette aussi, c'est le fait que elle a des amis, elle a des gens qu'elle caractérise comme ses amis, même si elle ne sait pas si c'est réciproque ou pas. C'est ce qu'elle dit à Harry dans le 6. Elle dit c'est comme passer du temps avec un ami. Et Harry lui répond mais je suis ton ami. Et en fait, bah, là ça revient pareil, elle ne fait pas de supposition. Parce que bah, à partir du moment où on te l'a pas dit, bah tu ne sais pas forcément. Pour autant, bah, elle a dessiné dans sa chambre, on a dit qu'elle aimait peindre, elle aime être créative, etc. Et elle a peint dans sa chambre le portrait de ses amis. Et je trouve ça très chouette et très beau aussi. Mmh. Elle éprouve aucune gêne non plus à énoncer des vérités que d'autres ne formuleraient pas. Donc c'est comme ce que tu disais par rapport au mariage de Bill et Fleur. Mais il y a aussi quand elle dénonce plus ou moins le fait que Harry a mis du Félix Félicis dans le jus de Ron, bon pour de faux au final. Euh, mais ça, elle le dit. Mmh. Et pareil, comme elle s'en fiche du regard des autres, ça lui permet de faire beaucoup plus de choses et de nourrir sa créativité, je trouve. Notamment donc, dans le film, dans le Prince de Sang-Mêlé, quand pour soutenir le Ouais, match, je pense à la même chose. elle met une sorte de tête de lion, une sorte de masque pour soutenir les Griffons d'or. En fait, elle veut soutenir ses amis et donc elle le fait de manière très créative. Et peu importe qu'elle soit la seule à être comme ça et que les gens la trouvent bizarre, euh, parce que bah, elle, ça lui va. Et en fait, dans tous les films, je trouve, ou même les livres, on n'a pas trop de retours de notamment les Serpentards qui vont la critiquer. Oui. Et, et d'un côté, je trouve ça étonnant, et d'un côté, je trouve ça très chouette que, bah, en fait, elle est tellement bizarre et tellement en dehors des cadres que, bah, en fait, ça sert à rien de la critiquer parce que elle va pas le prendre personnellement. Mmh. En fait, au-delà de ça, c'est même peut-être juste tout simplement qu'elle s'autorise à exprimer sa singularité. C'est pas de la, ça va même au-delà de la créativité. En fait, juste elle s'autorise à être qui elle est, elle, en fait, sans se poser la question de comment ça va être reçu, mais juste, bah, je suis comme ça, alors je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. Et en fait, peu importe après, si jamais c'est bien reçu, si jamais c'est mal reçu. Et je trouve que c'est une tellement belle leçon de vie parce que c'est tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est d'être nous-mêmes. Et évidemment qu'il y a des personnes à qui ça va déplaire, mais en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'autorises à être qui tu es, ben, les personnes avec qui tu vas lier des liens, c'est des personnes qui vont être vraiment là pour qui tu es toi, qui vont être tes amis. Et c'est exactement ce qui se passe avec elle finalement. Parce que les personnes qu'elle rencontre, alors oui, les premières années, elle n'a pas trop d'amis et tout, mais quand elle a vraiment ses amis qu'elle rencontre, bah, en fait, ses amis, ils restent. Et ils sont là, en fait, pour elle, quoi. Mm. Et je trouve que c'est une tellement belle leçon, en fait, de dire oui, je m'autorise à être moi, dans ma singularité, dans mon authenticité de qui je suis, peu importe ce que les autres en pensent, en fait. Mm. C'est beau. Ouais. Mhm. J'adore Luna. Et puis encore une fois, je la trouve très, même si on a dit qu'elle a l'air déconnectée et dissociée de ses émotions, je la trouve très connectée à l'énergie des autres.
Et notamment, je sais pas si tu te rappelles ce qui se passe après la bataille de Poudlard dans le livre. Dis-moi? Non. Donc déjà, c'est grâce à elle que Harry trouve l'avant-dernier Horcrux. Oui, Et après la bataille de Poudlard, c'est la seule qui semble remarquer que Harry a besoin de paix et de oui. tranquillité. Et donc du coup, elle va créer une distraction pour qu'il puisse échapper sous sa cape d'invisibilité pour pouvoir être tranquille et avoir de l'espace pour lui, quoi. Mm, c'est vrai. Et pour le coup, ça, Luna, c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi sur la thématique de la solitude, je trouve. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est, bah, elle est assez indépendante, mais du coup, elle est assez solitaire aussi. Et Mm, il y a quelque chose, en fait, inhérent en elle d'être capable de rechercher l'intimité et de la créer pour elle. Où voilà, on voit qu'elle va se balader dans la forêt interdite toute seule pour aller voir des sombrales. Euh, mm, mais du coup, elle est capable de la créer pour les autres quand ils ne se l'autorisent pas aussi, comme Harry à la fin, effectivement. mm. Et pour revenir un petit peu donc, dans l'ordre d'apparition, donc Luna, elle rencontre, comme on l'a dit, Harry et compagnie en quatrième année, dans le Polar Express. C'est Ginny qui la présente parce qu'elles sont amies. Euh, et ensuite, donc dans la suite, c'est l'une des seules qui croit Harry sur le retour de Voldemort, qui lui permet de s'exprimer sur la vérité où la nuit où Cédric est mort. Mm. Ensuite, elle rejoint Oui, l'armée de juste Dumbledore. pardon, par rapport à ça, justement, c'est quand même fort parce que c'est grâce bah, du coup à Luna et au journal de son père que Harry peut révéler la vérité. Mm. Totalement. Ensuite, effectivement, elle rejoint l'armée de Dumbledore et elle est présente au département des mystères. Donc, elle fait partie d'un groupe et elle se sent bien. Ensuite, il y a quelque chose qui m'étonne, mais qui n'est présent que dans les livres, c'est le fait qu'elle ne fait pas partie de la SALE. Ah, je ne sais pas de ça. J'ai cherché justement parce que je me suis dit, donc pour ceux qui ne connaissent pas les livres, la SALE, c'est la Société d'aide à la libération des elfes de maison. C'est un mouvement que crée Hermione dans Harry Potter 5, Ouais, 4, c'est 4, 4. 4. Dans Harry Potter 4. Euh, et parce qu'elle se rend compte que la condition des elfes de maison est déplorable, etc., et qu'elle veut les libérer. Bon, c'est un mouvement qui est assez controversé, d'ailleurs, ce sera intéressant peut-être de faire un épisode dessus, Ouais, sur les elfes de maison. carrément. Euh, mais effectivement, je me suis dit, à tous les coups, en fait, Luna, elle est rentrée dans le mouvement de la SALE, donc créé par Hermione, où très peu de membres y sont. Et les seuls qui y sont mis, ils sont mis un peu de force, Harry et Ron. Et, euh, et oui, ça m'étonne que Luna n'en fasse pas partie, parce que je trouve qu'elle est toujours très défenseuse de... Enfin, elle défend ce qui lui tient à cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui tenir à cœur. Et aussi le fait que ce soit une de ses amies qui l'ait créée, je pense que pour la soutenir, elle se serait mise dedans. Alors après, est-ce qu'elle n'est pas dedans parce en quatrième année, donc Luna est en troisième année, elles ne se connaissent pas encore. Après, Hermione et Luna, au début, elles sont pas trop amies quand même, hein. Ouais, c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça, mais j'avoue que ça m'a étonnée quand je me suis rendu compte qu'elle n'en faisait pas partie. Après, ouais, elle en fait pas partie, mais regarde dans le set, par exemple, comment est-ce qu'elle traite Dobby, tu vois, quand elle lui dit, alors je l'ai en anglais, à la fin, quand elle part du manoir Malfoy, et que Dobby l'emmène à la chaumière au coquillage en transplanant, elle lui dit, Whenever you're ready, sir. Euh, Quand vous êtes prêt, monsieur. Et Dobby fait, Oh, monsieur, non, 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 j'adore cette fille, non, non, non. Ouais. Et j'adore parce que, en fait, elle est vraiment dans le respect, justement, ouais, comme tu dis, de tous, de toutes. Après, euh, est-ce que c'est parce que Hermione n'en a pas parlé ou est-ce que c'est parce qu'elle a refusé? Tu vois, c'est peut-être parce que en fait, Hermione lui a Mm. pas proposé aussi. Ouais. Aussi, Luna, elle est quand même vachement dans l'acceptation et juste dans le fait d'être, encore une fois, d'être elle, d'être alignée à qui elle est, à ses valeurs. Et peut-être que finalement, elle n'est pas non plus forcément trop dans la résistance. Donc, elle n'aurait pas cherché à créer le truc, mais par contre, si on lui propose, à mon avis, elle saisit l'opportunité. Exactement comme avec l'AD, en fait. Elle est pas moteur, elle est plus leader. Elle est pas, pardon, elle est pas leader, elle est plus follower finalement de ce qui a été proposé. Euh,
ouais, ok, vas-y, l'armée de Dumbledore, bah vas-y, j'y vais. Ah, on va au ministère de la magie, bah vas-y, j'y vais. Mais en fait, c'est pas elle qui propose, c'est pas elle qui est moteur pour créer le truc, en fait, à chaque fois. Donc, à mon avis, si Hermione lui avait proposé, elle aurait sauté dedans. Peut-être qu'on aurait dû dire à Ouais. Hermione de. De proposer à Luna. Ouais. Mm. Ensuite, quand elle est en cinquième année, elle est invitée par Harry à la fête de Slog. D'ailleurs, c'est une scène que je trouve assez amusante quand Harry, enfin dans le film, quand Harry dit Oh, je vais trouver quelqu'un de cool. Et ensuite, on voit Luna avec sa petite robe. Je trouve ça rigolo. J'adore. Et elle dit que c'est la première fois qu'on l'invite à une fête, ce qui gêne un peu Harry d'ailleurs. Je sais pas trop pourquoi ça le gêne, mais Il est toujours gêné, Harry, ouais, c'est pas avec faux. les remarques de Luna. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette scène, dans le film, elle fait mention du fait qu'elle est somnambule, alors que ça n'apparaît jamais dans les livres. Mm, c'est vrai. Ensuite, quand elle est en sixième année, c'est Luna avec Ginny et Neville qui font revivre l'armée de Dumbledore contre le nouveau régime de Poudlard, contre les frères et sœurs Carreau. Mais pareil, pour moi, tu vois, c'est pas Luna qui a été moteur, c'est Neville ou Ginny qui a été moteur dans le fait de vas-y, on relance ça. Et Luna qui fait bah ouais, évidemment qu'on relance. Mais pour moi, c'est pas elle qui l'a Oui, lancé, tu vois. bien. Mais elle fait partie du Silver Trio qui l'a relancé. Totalement, ouais. Voilà, il y a donc du coup c'est dans sa cinquième année aussi, dans le Harry Potter 6, dans le livre, elle commente le match entre Gryffondor et Poufsouffle. Et j'adore. Et c'est vrai que c'est une scène qui est très amusante. Apparemment, J.K. Rowling a adoré écrire cette scène. Et j'avoue que je suis déçue qu'elle apparaisse pas dans le film. Ouais, elle est géniale à écouter, enfin à lire. Ouais. Et est-ce qu'on peut reparler un petit peu du chicaneur? Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le chicaneur? Euh, Bah, c'est un journal qui est pas conventionnel. Qui est pas conventionnel. Et en fait, finalement, je pense qu'il y a le. Alors, ce que j'aime bien dans le Chicaneur, c'est qu'en fait, c'est un journal indépendant qui a pas de censure. Mm. Et du coup, c'est vraiment comme ça qu'il le veut, Xenophilus Lovegood, c'est de donner en fait une tribune à qui a envie de s'exprimer et de laisser la possibilité de s'exprimer. Alors, évidemment que ça peut être controversé parce que ben, si on laisse n'importe qui la possibilité de s'exprimer, ça peut donner du n'importe quoi. Mais c'est aussi, enfin, quand on voit justement dans Harry Potter 5 la censure médiatique qu'il y a dans la Gazette du Sorcier, parce que c'est à la botte du ministère et que c'est le ministère qui décide qu'est-ce qui doit être dit ou pas, bah, heureusement qu'il y a des médias alternatifs qui viennent Ouais. partager d'autres vérités que la vérité conventionnelle qui est censée être dite à tout le monde. Et moi, je pense que c'est un très très bon symbole en fait justement des médias alternatifs, le chicaneur. Ouais. Effectivement, du coup, c'est la revue de presse donc, qui est éditée et dont le rédacteur en chef est Xenophilus Lovegood. Et le premier but de la revue, c'est de révéler les, entre guillemets, vérités qu'on cache au monde magique. Mm. Et ces révélations, bah, souvent, elles sont fantaisistes. Pour certaines, elles viennent en partie de l'imagination de Monsieur Lovegood, Mhm. avec l'existence des ronflaques cornues. Et Luna, elle va croire tout ce qui est écrit dedans, euh, notamment aussi les jonchées ruines, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est ultra intéressant. Et moi, j'aimerais bien, tout comme il y a le Quidditch à travers les âges, qu'il y ait quelques éditions du Chicaneur qui soient disponibles pour qu'on puisse voir à quoi ressemble le magazine vraiment. Et je suis sûre que les designs, les graphismes aussi, ils sont drôles, ils sont pleins de couleurs, ils sont farfelus. Et Mm. j'ai trop envie de voir à quoi ressemble un magazine du Chicaneur, quoi. Carrément. Et donc effectivement, après, il est un peu traité de complotiste, de chicaneur, avec le fait qu'il croit à Harry, qu'il lui donne l'espace pour s'exprimer, tout ça. Mm. Et même dans Harry Potter 7, donc Luna est arrêtée, elle est enlevée pour que son père arrête sa résistance avec le magazine, euh, et sa résistance avec Harry Potter, etc. Chantage affectif. Ouais.
C'est qui est quand même assez, ouais. Mais pareil, hein, enfin, ça représente des choses qui ont existé, en fait, et qui existent encore aujourd'hui à certains endroits. Ouais, Et je trouve ça chouette de pouvoir terminer effectivement sur le chicaner, le chicken. le chicaneur, parce qu'en fait, je trouve que ça élargit en fait finalement comment dire, J.K. Rowling, elle a le chic pour réussir à trouver des correspondances entre ce qui se passe dans la vraie vie et le transposer dans le monde magique pour en faire des symboles ou des caricatures, euh, mais avec beaucoup de véracité et avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'humour en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Ah, j'adore Harry Potter. C'est ma conclusion en fait de Ouais. l'épisode. Je sais pas au courant dire. Ouais. Moi, juste pour conclure sur quelque chose qu'on n'aurait pas dit, dans le wiki Harry Potter, est-ce que tu saurais nous dire avec qui elle finit par se marier? Oui, avec le petit-fils de Newt Scamander, Norbert Dragono, héros des Animaux Fantastiques. Il s'appelle comment, tu te rappelles? Rodolphus? Ah, Rolf. 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 Ah, ça commençait par Rolf. Ro. Et est-ce que tu sais s'ils ont des Je enfants? crois qu'ils ont 2 enfants, mais je me souviens plus de leur prénom. C'est deux fils jumeaux, Lorcan et Lysander. Ah oui, voilà. Hmm. Très bizarre. Et Mais est-ce c'est que des tu prénoms sais anglais, non? aussi... Il comment? me semble que c'est des prénoms anglais. Ça, je sais pas du tout. J'avoue. Et est-ce que tu te rappelles le métier qu'elle fait? Euh, non. Elle est naturaliste spécialisée dans le monde de la magie, donc ça s'apparente un peu au métier de Norbert Dragono, Ok, de magie zoologiste. ok. Et enfin, du coup, un dernier point moi, sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait que on ne parle pas assez de l'actrice aussi, de Evanna Lynch, qui incarne extrêmement bien le personnage et qui était très dévouée pour son personnage, si bien que, par exemple, c'est elle qui a fait ces petites boucles d'oreilles radis avec des perles. C'est elle qui les a créées et qui a demandé euh, à l'équipe du film est-ce que je peux les mettre, etc. Et ça montre son côté excentrique. En fait, elle était totalement impliquée dans son personnage et ça rajoute, ça rajoute une touche vachement personnelle et on sent qu'elle est à fond dedans. Et pour moi, elle joue extrêmement bien et elle est incroyable. Ouais, et même au-delà de ça, la costumière des films a demandé plusieurs fois l'avis de Luna sur les tenues de Luna, de Ivana Lynch sur les tenues pour Ouais, Luna, parce que et en fait, comme elle était hyper fan, cette actrice de Harry Potter de base, il y a plusieurs personnes qui venaient lui demander son avis sur sur le plateau du tournage parce que c'était un peu la référence de celle qui connaît très bien du coup. Donc c'est rigolo. Et d'ailleurs, aujourd'hui ouais. encore, elle est quand même assez active dans l'univers potterien, je trouve. Mm. Mm. Et d'ailleurs, petit fun fact, grâce à toi, Alice, j'ai un autographe dédicacé de Evan Lynch. Ouais, c'était un beau cadeau d'anniversaire quand même, hein. Merci pour ce cadeau de mes 17 ans. Ah bah cet Ouais. épisode m'a rempli de joie, vraiment, merci. Ouais, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis bah prochain épisode très bientôt, c'est promis, on s'y remet un peu plus assidûment là. Et voilà, On laissera pas 2 mois d'attente, promis. à bientôt tout le monde. À bientôt! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.